Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir l'historien Hosni Kitouni qui ne cesse avec ses travaux d'explorer le champ de l'histoire coloniale en Algérie. Ses livres nous révèlent une atmosphère, des discours, des actions qui font horriblement écho au présent. Alors, bonjour Monsieur Kitouni. Bonjour mon camarade. Donc, la première question est la suivante. La spécificité de la colonisation de l'Algérie est qu'elle était une colonisation de peuplement. Il nous semble pertinent de revenir sur ce concept. La colonisation de peuplement a-t-elle été conçue avant l'invasion ou bien elle a été mise en œuvre au fur et à mesure? C'est une question extrêmement importante parce qu'elle nous replace au cœur de l'histoire générale de la colonisation. Comme vous le savez, le premier acte fondateur de la colonisation, ça a été ce que les Occidentaux appellent la découverte de l'Amérique, mais n'est rien d'autre que l'invasion des Amériques en 1492. C'est à ce moment-là que les colonisations sont nées. Sont nées, c'est l'acte inaugural où les pays européens, les pays occidentaux, découvrent un nouveau continent, mais en fait une nouvelle civilisation, et que va se développer simultanément deux processus. Le premier, c'est un processus qui va nous donner le capitalisme, c'est-à-dire la marchandisation du travail, la marchandisation des produits du travail, la création du marché, l'exploitation de la valeur du travail. Ça, c'est un processus qui s'instaure là, qui naît là, et qui va progressivement évoluer vers ce qu'on appelle le capitalisme moderne sur le plan mondial. Un autre processus va se développer simultanément, c'est la découverte d'un peuplement différent, d'un peuplement inconnu. Et on va légitimer l'exploitation des ressources, l'exploitation du travail, l'exploitation des conditions qui sont celles de l'Amérique, en les fondant sur un préjugé racial, disant que nous avons le droit de conquérir l'Amérique parce que l'Amérique est un pays de barbarie, un pays d'ignorance, de primitivité, et nous apportons notre civilisation, notre savoir, notre... Donc il y a deux phénomènes qui vont s'articuler, c'est l'exploitation du travail et l'infériorisation de l'autre, processus d'infériorisation de l'autre, de racialisation. Ça, c'est les deux processus qui se mènent en fait, qui vont se développer avec l'histoire et qui vont constituer le cœur de ce qu'on appelle la colonisation. La colonisation, fondamentalement, qu'elle soit d'exploitation ou de peuplement, c'est une exploitation du travail et des ressources fondée sur des préjugés raciaux. C'est-à-dire, je te vole ton travail, je te vole tes ressources. Et pourquoi? Parce que tu es un être inférieur. Tu es un être inférieur. Je suis porteur de la civilisation. Et cette, qui va être au fondement de tout ce qu'on appelle la culture occidentale moderne, etc. Comment maintenant vont se diversifier les formes de colonisation? Ça, c'est selon les conditions climatiques et territoriales de chaque pays. Là où le climat, les conditions de vie sont favorables, c'est le colon qui se déplace. C'est le colon qui se déplace, qui va occuper la terre, qui va s'approprier de la terre et qui va vassaliser en quelque sorte le travailleur autochtone et tendre tendanciellement à le supprimer pour s'accaparer de la terre et pour prendre sa place. C'est un remplacement d'un peuple par un autre. C'est ça la colonisation du peuple. Dans d'autres situations climatiques, environnementales, où il n'y a pas possibilité pour l'Européen de s'installer, parce qu'il s'installe, il a les épidémies, la mort, etc. Là, le colon ne se déplace pas. Là, il va exploiter la force de travail locale pour tirer le maximum de ressources, etc. Et c'est ainsi que se développent un petit peu les colonisations dans le monde. Alors, en Amérique, donc, vont se développer parfois des colonisations d'exploitation, parfois des colonisations de peuplement selon les conditions. Et la première
colonisation hors de l'Amérique de peuplement, ça a été l'Algérie. Mais alors, la colonisation de peuplement de l'Algérie, ça s'est fait après que la France ait perdu majoritairement ses colonies en Amérique, dont la dernière, ça a été Saint-Domingue. Saint-Domingue et donc la révolte des esclaves à Saint-Domingue et la guerre, l'immense guerre qu'il va y avoir à Saint-Domingue et l'expulsion des Français. Et les Français se retrouvent au début du XVIIIe siècle comme étant le pays européen le moins doté de colonies puisqu'il a perdu ses colonies en Inde, en Asie, il a perdu ses colonies en Amérique, dont la dernière était Saint-Domingue, et se retrouve donc en Europe en position de faiblesse par rapport notamment à l'Angleterre, au moment où, dans la Méditerranée, il y a des enjeux géostratégiques extrêmement importants avec l'Empire ottoman qui est en plein mouvement disons, de décadence, de perte de puissance au niveau de la Méditerranée, au moment où le Moyen-Orient devient capteur d'intérêt pour les pays occidentaux, au moment où la Méditerranée devient d'un point de vue maritime une place géostratégique, et donc la France devait d'occuper une place importante, notamment par rapport à l'Angleterre. Les conditions dans lesquelles s'est faite la colonisation de l'Algérie, où le hasard a joué énormément, où la faiblesse du pouvoir ottoman a joué énormément, il n'y a pas de logique claire pour signifier un peu la colonisation de l'Algérie. Après la chute de la monarchie, après le coup d'État de juillet, le nouveau gouvernement nomme quelqu'un, ancien esclavagiste, ancien colon en Amérique, qui est le général Clausel. Le général Clausel a été ruiné. Il s'est ruiné, il est ruiné dans ses investissements en Amérique, il s'est retrouvé sans le sou, il a perdu son poste dans l'armée, donc il n'avait plus absolument aucune ressource. Dès qu'il y a eu le coup d'État, il s'est proposé comme nouveau chef de l'armée en Afrique, c'est-à-dire de l'armée qui était positionnée en Algérie. Et Clausel, en arrivant, il a commencé à avoir sans doute avec les colons qui étaient avec lui, avec les administrateurs qui étaient venus avec lui, avec les officiers qui étaient arrivés au même moment, que faire de l'Algérie? Et c'est à ce moment-là que Clausel a conçu le projet, mais c'est vraiment conçu le projet, de dire pourquoi ne pas faire de l'Algérie une colonisation de peuplement. C'est-à-dire, au lieu de faire travailler les autochtones qui sont absolument hostiles, qui sont revêchent à toute espèce de contact avec les Européens qui ont commencé déjà à développer des résistances militaires très puissantes. Comme il est impossible d'exploiter la main-d'œuvre locale, pourquoi ne pas nous-mêmes, c'est-à-dire faire de l'Algérie une colonisation de peuplement, ramener des colons, prendre possession de terres et nous installer comme on s'est installé en Amérique. C'est ainsi qu'il a pris contact avec le ministre Bernard, le ministre de la guerre, et lui dire, voilà, j'ai réfléchi et l'option la plus favorable pour l'occupation de l'Algérie, c'est une colonisation de peuplement, c'est-à-dire on emmène les colons et on s'accapare des terres. Le ministre de la guerre donne son accord, le ministre Schultz donne son accord, et immédiatement après, il y a 4000, 3500 exactement de colons qui sont expédiés vers l'Algérie. Des colons qui devaient partir vers l'Amérique sont détournés du Havre pour ramener à Alger. On s'accapare, on chasse de la Mitidja les paysans qui occupaient les terres et on se met à les distribuer aux premiers colons qui arrivent. Donc, l'option de la colonisation de peuplement est une option qui s'est faite presque sans programme, sans projet établi, sans connaissance du terrain. On a opté pour cette manière d'occuper l'Algérie parce qu'il y avait des gens, il y a des colons, il y avait des gens, il y avait des militaires qui étaient intéressés en premier lieu par cette forme-là de colonisation. Et d'ailleurs, ça va connaître des tergiversations absolument contradictoires.
vers l'année où la crise avec l'Algérie a éclaté, exactement ce qu'on rappelle des éléments de crise qu'il y a actuellement, la crise de la dette qui a été suivie par le fameux coup d'éventail et qui a provoqué la crise entre la France et l'Algérie, commençaient à être publiés en France des ouvrages qui s'interrogeaient comment allons-nous coloniser l'Algérie. Est-ce que c'est intéressant de coloniser l'Algérie et comment allons-nous la coloniser? Et c'est ainsi qu'apparaissent les premiers ouvrages dans lesquels ces influenceurs, ces chroniqueurs, sur la base d'informations absolument infondées, pensent que l'Algérie est un pays totalement barbare, ses terres inexploitées, vierges, disponibles à la portée du premier venu, et qu'il serait intéressant pour la France d'occuper l'Algérie et de la coloniser par l'apeuplement, comme ça s'est fait en Amérique. Ça, c'est la première option qui a été développée. La seconde option qui a été développée, c'est que pourquoi coloniser par le peuplement? Pourquoi ne pas simplement coloniser, faire une colonisation d'exploitation, c'est-à-dire occuper les territoires du tel, et de là, faire travailler les populations locales et non pas s'impliquer, déposséder les populations, etc. Et donc, ces deux options étaient en jeu, étaient sur le terrain. Quand en 1830, l'armée française débarque à Alger, c'est comme je vous disais, on s'est mis à chercher comment faire face à l'hostilité des autochtones et fonder une colonisation qui allait durer et permettre à la France de posséder sur le long terme l'Algérie. Et c'est là où un débat a été tranché en partie par Clausel, qui a imposé de facto l'occupation de la Mitidia, la venue de colons, commencé à réaménager Alger, etc. Il a mis en place, les conditions qui devenaient presque irréversibles pour la France, notamment le séquestre du patrimoine, etc. Peut-être nous dire, nous expliquer, bien sûr de façon sommaire, on ne peut pas donner tous les détails, mais au moins les grandes lignes des conséquences sur les Algériens, les conséquences politiques, sociales, économiques de ce phénomène de peuplement. Quelles sont les caractéristiques fondamentales de la colonisation de peuplement? La colonisation de peuplement est un processus qui consiste à transférer une population européenne vers un nouveau territoire et construire sur le nouveau territoire une société à l'image de la métropole. Donc, la colonisation de peuplement, c'est un processus de remplacement d'un peuple par un autre, d'un peuple autochtone par un peuple invasif. La question fondamentale de la colonisation de peuplement, c'est la terre. C'est l'appropriation de l'espace. L'appropriation de l'espace implique nécessairement le déplacement des populations autochtones, soit par leur élimination physique, soit par leur refoulement hors des terres qui leur appartenaient. La lutte pour la terre se transforme inévitablement dans les conditions de la colonisation de peuplement en un processus génocidaire, c'est-à-dire un processus total de destruction de l'autre, d'élimination de l'autre et de son remplacement par un modèle de société, une culture, un mode d'être qui est importé de l'extérieur. La résistance à cette appropriation de la terre provoque inévitablement des violences, des guerres et par conséquent un processus général de violence génocidaire. En Algérie, le processus de colonisation de peuplement a été une utopie construite par les Français, par les colons, qui ont trouvé face à eux deux choses absolument essentielles. Un territoire non apte à recevoir une population étrangère compte tenu de ses particularités climatiques, de relief, etc. Et deuxièmement, une résistance des populations qui, accrochées à leurs terres, qui ont rendu pratiquement cette colonisation impossible malgré les 1 200 000 d'Algériens ou le tiers de la population qui a été détruite, génocidée de 1830 à 1870. Donc cette résistance implacable culturelle,
militaire violente des Algériens a rendu pour le colon une impossibilité de vivre en Algérie. Le colon ne pouvait pas vivre comme en Amérique, c'est-à-dire par lui-même conquérir les terres. Il avait besoin, pour perdurer, du soutien de l'État français, du soutien de la métropole. Et c'est ainsi que la colonisation de peuplement en Algérie s'est transformée en une colonisation administrative, c'est-à-dire que l'État s'accapare des terres, refoule les populations au profit des colons. Et c'est ainsi que s'est constituée une forme de colonisation assistée, conduite par l'État français, au profit des colons, sans qu'il ne soit possible d'accroître de manière significative le nombre de colons parce que c'était bien trouvé face à eux. Ils ne pouvaient pas construire de villages isolés, sinon ils étaient massacrés. Nous avons là un modèle de colonisation par l'État au profit du colon. Dans votre livre Le désordre colonial, vous soulignez que la révolte de 1871 a été un tournant où les colons sont devenus une force politique hégémonique. C'est ce que vous écrivez, qui a tracé le futur de l'occupation coloniale en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les mécanismes de cette évolution? Je disais tout à l'heure que nous avons eu en Algérie un modèle assez atypique. Je dirais même c'est l'unique modèle dans l'histoire des colonisations où c'est l'État qui s'accapare des terres pour les redonner, les redistribuer aux colons. Et c'est constitué en Algérie de 1830 à 1870 un pouvoir militaire qui a été le médiateur entre colons et colonisés. Le pouvoir militaire assurait la sécurité des colons, assurait l'implantation des colons, assurait la construction des centres de colonisation, et d'un autre côté, il administrait une population locale qui constituait une réserve et de terres et de finances pour pouvoir les transférer aux colons. C'est-à-dire que le pouvoir militaire a servi pour la sécurité du pays, mais également comme étant le colonisateur en chef. Et ça a fonctionné comme ça jusqu'en 1870. Mais le problème que ça a posé, le problème majeur que ça a posé pour les colons, c'est-à-dire qu'ils voulaient le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils voulaient que l'État dépossède, colonise pour leur compte, mais en même temps, c'est eux qui possèdent le pouvoir politique. Or, la réaction de l'armée, c'est de dire on ne peut pas vous donner le pouvoir, ça a été Bugeaud qui l'a dit, vous donner le pouvoir civil de pouvoir vous défendre contre les populations autochtones. Il faut impérativement que l'armée joue le rôle, le double rôle, la sécurité militaire du pays, et également l'administration des populations autochtones. Et le combat des colons, à partir de 1840, et ça a été accentué avec la Deuxième République, avec l'arrivée des Saint-Simoniens, un lobby s'est construit pour exiger le transfert du pouvoir des mains des militaires vers les mains des civils. Ils ont exigé le pouvoir civil. Mais comment faire un pouvoir civil sur une population autochtone? C'est effectivement par la ségrégation, etc. Et donc, de 1840 à 1870, il y a eu une lutte très, très forte au sein des politiques français pour transférer le pouvoir politique au profit des colons installés en Algérie. De l'autre côté, la réaction des militaires, ça a été de soutenir Napoléon, qui a complètement adhéré à cette politique, c'est-à-dire un pouvoir militaire et une administration militaire de l'Algérie. Napoléon est allé jusqu'à proposer ce qu'il appelle le royaume arabe, c'est-à-dire donner un gouvernement civil qui est conduit par les autochtones eux-mêmes. Et donc, la crise de 1870, c'est-à-dire la défaite militaire des Français contre les Prusses, hein, l'occupation de Paris, la chute de Napoléon en France et l'instauration de la République, va du même coup aller dans le sens des revendications du lobby colonial et instaurer le pouvoir civil en Algérie. L'arrivée des civils au pouvoir politique, c'est en même temps l'instauration de ce qui va être la société ségrégée, la société racialisée, comment dominer une population qui est constituée de 5 millions d'habitants
par 500 000 colons. Comment instaurer la République sur un territoire où la majorité de la population est une population colonisée. Il est impossible d'accorder à cette population la citoyenneté française avec le droit d'éligibilité, le droit d'élire et d'être élu, tel que proposé par la République, alors que nous sommes dans une société où 500 000 personnes possèdent 2 500 000 hectares, possèdent les meilleures terres, etc. Comment maintenir la colonisation par un système démocratique alors qu'il y a une inégalité fondamentale, une coupure fondamentale entre deux peuples? Et donc, on va gouverner par la ségrégation et va gouverner par les lois raciales. Et l'arrivée donc du pouvoir civil en 1870, c'est aussi l'arrivée de la République à deux vitesses, c'est la fracture républicaine, c'est-à-dire l'Algérie fait partie de la France, l'Algérie est un département français, mais la population algérienne, quoique française, ne jouit pas des droits de la citoyenneté tels que reconnus par la République. Et c'est ainsi que vont être mises en place des lois ségrégationnistes, des lois raciales, dont la pierre angulaire, c'est le Code de l'indigénat de 1881 et toutes les lois ségrégationnistes qui vont suivre. Et donc, on est passé d'une colonisation militaire à une colonisation civile, mais aussi à une colonisation ségrégationniste, raciale, raciste, etc. C'est ce que vous écrivez dans Histoire, mémoire et colonisation. Vous dites, l'Algérie a été un véritable laboratoire où s'élaborent les pratiques de la guerre totale dans l'espace impérial et un savoir de racialisation des colonisés fondé sur leur appartenance religieuse à l'islam. Vous dites que l'Algérie a remodelé l'imaginaire impérial de la France. Nous y Pouvez-vous sommes. Pouvez-vous nous dire plus? Nous y sommes. Nous y sommes. Comment se fait-il que la France, qui a colonisé 88 pays, qui a colonisé sur tous les continents, qui a eu des défaites un peu partout, comment se fait-il que seule l'Algérie est au cœur de sa problématique mémorielle? Comment se fait-il que l'Algérie soit aussi au cœur des conflits mémoriels, communautaires que connaît la France actuellement? Comment se fait-il que l'Algérie est la cible exclusive sur laquelle va se manifester l'islamophobie, le rejet ethnique, etc. Ça, c'est profondément lié au processus colonial qu'il y a eu, au mode colonial qu'il y a eu en Algérie. Là, on est allé un peu sur un autre sujet. J'étais en train d'écrire ce matin un texte et je disais que la colonisation de peuplement de l'Algérie a été la première colonisation au monde où un pays, une puissance colonise son voisin par le peuplement. Jamais. Aucune autre colonisation de peuplement ne s'est faite entre voisins. C'est toujours dans des contrées lointaines. On ne va pas coloniser son voisin en envoyant sa population. Or, entre l'Algérie et la France, il n'y a que la mer. C'est-à-dire, il y a une journée de bateau. Il n'y a aucun pays islamique, de religion claire, n'a été colonisé par le peuplement, à l'exception de la Palestine. Mais aucun autre pays. C'est le premier pays musulman qui est colonisé par le peuplement. Troisièmement, c'est le premier pays musulman qui est colonisé par le peuplement par un pays chrétien. La France va être confrontée à un pays de religion musulmane et elle va le coloniser par le peuplement, c'est-à-dire où le chrétien n'est pas loin. Le chrétien, il vient habiter à côté du musulman. Et non seulement il habite du côté du musulman, il lui prend sa terre. Non seulement il lui prend sa terre, il va l'opprimer. C'est-à-dire, se créent là les conditions d'une guerre de civilisation dans un espace clos, où une puissance coloniale va se trouver en confrontation avec une société musulmane dans un processus de racialisation et de colonisation. Et c'est comme ça que commencent à se fabriquer les préjugés fondés non pas sur l'ethnie ou sur la couleur de la peau, mais vont se fonder sur l'appartenance religieuse. Et le processus colonial en Algérie, c'est
en même temps le processus de la formation de la culture occidentale, de la culture islamophobe française. Comment on racialise l'islam? Comment on infériorise l'islam? On va se construire un imaginaire d'infériorisation de l'autre sur la base de ses croyances. Et on va dire, l'islam, c'est du fanatisme, l'islam, c'est la polygamie, l'islam, c'est le refus du travail. On va s'inventer, à partir des pratiques, etc., toute une espèce de préjugés sur lesquels on va fonder le rejet de musulmans. Le noir, on a fondé le rejet du noir sur la base de sa peau, comme quoi c'est un sauvage primitif, etc. Là, ce n'est pas la couleur de la peau. Là, c'est la religion qui va servir de rejet de l'autre. Et donc, toute la culture de la France, c'est-à-dire les journaux, les correspondances, la littérature, les théories ethnographiques, les théories historiques, vont se construire sur ces préjugés fondés la colonisation, c'est-à-dire fonder la domination, l'exploitation, le rejet, la ségrégation de l'autre, mais la fonder sur les préjugés ethniques et les préjugés religieux, d'où la construction de tout ce qui est au XIXe siècle, la construction de tout l'imaginaire. Il y a eu par la suite l'orientalisme, hein, il y a eu par la suite l'expérience de l'Angleterre par rapport à l'Orient, l'expérience aussi de la France par rapport à l'Orient. Mais ça, c'est une autre paire de manches. On a commencé en Algérie par la construction à l'égard de l'islam. Très bien. Euh, alors, il y a un événement central que vous évoquez dans votre livre, qui est celui de l'enfumade de Ouladria. Quelle est votre lecture de cette tragédie? Et puis, qu'en est-il aussi du débat autour de cette question à l'époque en France? Mon problème, c'est comment nous, Algériens, écrivons notre histoire. En lisant l'historiographie algérienne depuis 1962, on se rend compte que finalement, on n'a pas fait de coupure avec l'historiographie française. On est resté dépendant. On est resté redevable. On est reproducteur d'un même savoir. On est reproducteur de même récit, même si on le renverse. Et il y a, du point de vue historique, une domination du savoir occidental. Je continue à être dominé par le savoir occidental. Je continue à être dominé par l'histoire, par le récit français. Nous n'avons pas fait une rupture de savoir avec la bibliothèque coloniale. Et comment traduire tout cela? Comment expliquer tout cela? Comment montrer tout cela? En lisant l'histoire de l'enfumade, je me suis rendu compte que finalement, le même récit qui a été construit en 1845, c'est-à-dire le récit du massacre, a continué à être reproduit de 1845 jusqu'à aujourd'hui. Et que même les historiens algériens, c'est-à-dire ceux qui écrivent pour dénoncer la colonisation, reproduisent exactement le même récit. Et la question que je me pose, comment se fait-il que sur une violence aussi emblématique, aussi forte, aussi puissante, la destruction de 500, 700 personnes, son récit est resté immuable, son récit est resté le même. Pourquoi le colonel Pélissier et je ne sais qui des historiens algériens racontent la même histoire? C'est quand même bizarre. Comment se Oui. fait-il qu'on raconte exactement le même terme? Et je me suis dit, c'est peut-être l'exemple le plus significatif de notre dépendance à l'historiographie coloniale. Parce que du fait que ce récit nous victimise, nous présente comme victime, puisqu'il raconte la destruction de 500 personnes des nôtres, nous le reprenons comme si c'était un plaidoyer pour nous-mêmes. Nous le reprenons comme si c'était une autodéfense de nos propres souffrances. Entre le récit colonial et le récit anticolonial, en fait, il y a la même matrice idéologique. Il s'agit simplement des usages différents. On utilise la même matrice tout en lui donnant des sens différents. Et donc, j'ai fait mon enquête, là, c'est tout le sens un peu de mon travail. C'est pour montrer où se cache le lien, c'est-à-dire où se cache le problème, où est le problème de ces récits qui ne changent pas.
Vous avez évoqué tout à l'heure plutôt la Palestine. J'aimerais revenir sur ce point. Lorsque nous observons la guerre génocidaire qui se déroule en Palestine, nous découvrons des similitudes troublantes avec le comportement colonial sioniste et dans la doctrine, et dans les discours, et dans les actes. Est-ce que vous, en tant que historien, vous considérez cette comparaison ou cette similitude pertinente? Je vous ai dit tout à l'heure que la Palestine est la reproduction du modèle de colonisation, de peuplement en Algérie. C'est la seule colonisation où elle est portée par les forces impériales qui s'appuient sur une minorité pour occuper un territoire où existe déjà un peuple nombreux et accroché à cette terre. Et donc, la colonisation de la Palestine, c'est un groupe de juifs à l'origine, hein, Mm. qui ont été transportés de force, qui vont être transportés de force sur un territoire qui est déjà occupé par une population autochtone. Enlever le soutien des forces impériales, Israël n'aurait pas pu résister. Si vous enlevez le soutien de l'Amérique, si vous enlevez le soutien de l'Occident, depuis l'origine, à Israël, Israël aurait disparu. Il a fallu donc un peuplement minoritaire soutenu par des puissances impériales pour l'installer sur la terre, pour le doter des armements nécessaires, pour le doter des puissances nécessaires et combattre un peuple majoritaire qui est sur son territoire. Et comment le combattre? C'est le combattre par la violence la plus extrême, c'est-à-dire par la guerre, par la déprédation, par le refoulement, etc. Et ce n'est pas Israël qui est puissante, c'est l'impérialisme occidental qui travaille, qui lutte, qui combat les Palestiniens avec les Israéliens. Alors regardez cette image, transposez-la pour l'Algérie. L'État français qui transporte une minorité d'Européens, il l'installe en Algérie pour combattre une majorité, une population majoritaire. Et cette minorité d'Européens n'aurait pas pu résister 132 ans s'il n'y avait la puissance coloniale, impériale, pour la soutenir en armement, en armée, etc. Savez-vous que pour coloniser l'Algérie, il a fallu 150 000 hommes, soit le tiers de l'armée française. Jamais colonie, jamais puissance coloniale n'a mobilisé autant de soldats, autant d'effectifs pour mener une guerre coloniale. Je me disais que si en 1962, l'OAS avait fait sa jonction avec le pouvoir français, nous aurions connu une situation similaire à celle de Gaza qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Occident aurait mobilisé suffisamment de forces pour envoyer ses avions, pour envoyer ses batteries, pour envoyer ses effectifs, pour continuer la guerre génocidaire qu'il avait commencé, qu'il avait menée contre nous à partir de 54. Donc la différence, c'est qu'en Palestine, l'impérialisme a mis tous les moyens au profit de la minorité israélienne. Et donc, en quelque sorte, la colonisation de la Palestine, ce qui se passe de la Palestine, c'est la continuation de ce qui s'est passé en Algérie à partir de 1830. Pour finir, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est un point très important et très intéressant. Vous dites que l'histoire de la colonisation en Algérie est toujours vue, analysée par le biais du regard du colonisateur. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que l'historiographie algérienne elle-même est dominée par le regard de l'ancien colonisateur. Je vous donne un exemple. Vous critiquez par exemple des historiens qui sont pourtant très hostiles à la colonisation, comme Maspero, Olivier Lecourt, Grand Maison, etc. Selon vous, ces historiens n'échappent pas au regard du colonisateur. Est-ce que vous pouvez développer un peu Oui. cette idée, cet Mais, angle? écoutez, on écrit l'histoire à partir des traces.
L'histoire, on l'écrit à partir des traces, à partir des sources documentaires, à partir des archives, à partir de l'archéologie, à partir des témoignages, etc. Or, ce qui s'est passé entre 1830 et, disons, 1930, hein, 1900, c'est que le récit de la guerre a été écrit exclusivement par les Français, disons de manière dominante par les Français, Mm. de manière dominante par les chroniqueurs militaires, c'est eux qui ont rapporté les événements, les déroulements, etc. Ensuite, ça a été écrit par les premiers historiens colons. Ensuite, ça a été la création de l'université d'Alger qui a rassemblé des historiens pieds noirs. Donc, après, ça a été des Français, Charles-André Julien, et l'histoire de la colonisation a été donc écrite majoritairement par les Français. Les Algériens ont écrit aussi sur la guerre. Mais leurs écrits sur la guerre sont des écrits minorés, sont des écrits qui ne sont pas, qui appartiennent à la tradition orale jusqu'à à peu près jusqu'au début du XXe siècle. Et surtout, ces témoignages oraux ont été transcrits. Nous en possédons aujourd'hui quelques documents, un corpus d'écrits d'origine autochtone. Donc, pour écrire sur la période 1830-1930. Pourquoi 1930? Parce qu'à ce moment-là, commençait à exister une littérature nationale, une littérature algérienne. On a commencé à avoir nos journaux, on a commencé à avoir nos livres, on a commencé à avoir nos écrivains, on a commencé à avoir nos élites lettrées qui ont commencé à publier. Donc, il y a une presse, il y a des témoignages contradictoires. Donc, il y a nos documents, nos tracts, etc. Donc, il y a une production intellectuelle, des sources autochtones qui permettent d'écrire cette histoire-là. Ils ont permis d'écrire, d'ailleurs. Mais pour la période 1830-1930, nous ne possédons rien. C'est-à-dire que pour écrire sur cette période-là, vous devez aller consulter ou Charles-André Julien, ou Charles-Robert Augeron, ou bien les archives françaises. Or, tout cela, les archives communes, ça a été écrit pour défendre la colonisation. Avant 1930, on a écrit pour dire voilà comment nous avons colonisé l'Algérie, voilà comment nous avons fait la guerre. On raconte la guerre, apologétique, les grandeurs, etc. Avec les écrivains, quoi, anticolonialistes, Charles-André Julien, la question aussi c'est que se pose comment la colonisation a échoué. C'est cela de quoi parle Charles-André Julien. Et il nous dit elle a échoué parce que il y a la violence, etc. Il apporte quelques argumentaires. Charles Robert Augeron également, il développe la même problématique. Pourquoi la colonisation a échoué, même s'il apporte une autre réponse. Lui, il fonde l'échec de la colonisation sur l'entêtement des colons du lobby colonial qui a empêché toute espèce de réforme, etc. Mais donc, nous avons là un récit, c'est le récit. Ce récit global, ce récit apologétique ou anticolonial est un récit dans le roman français. Il nous raconte le roman français. Comment la France a conquis, comment la France a colonisé, comment la France s'est battue, comment la France a perdu ou n'a pas perdu, etc. Le sujet de l'histoire, c'est le sujet français. L'Algérien est un objet de savoir. Les Algériens sont un objet de connaissance. On écrit sur eux. On écrit comment nous avons agi sur eux. Comment nous avons transformé, la France écrit comme ça, comment nous avons transformé la société algérienne. Et donc, le récit, non seulement le sujet de l'histoire, c'est le français, mais aussi le récit lui-même, c'est un récit du moi à l'égard de l'autre, l'autre infériorisé, etc. Voilà pourquoi écrire une autre histoire pose des problématiques énormes, problématiques des archives, parce que les archives eux-mêmes sont une histoire. L'archive est écrite d'un point de vue unique, celui de son écrivain, c'est-à-dire celui de ses pensées, de sa pensée, de son épistémie, de son savoir, etc. Et donc, comment écrire une histoire à partir d'archives qui sont elles-mêmes sélectives parce qu'ils ne racontent que ce qu'ils veulent bien raconter. Ils racontent ce qu'ils ont vu.
mais non pas l'envers du décor. Ils ne savent pas ce qui s'est passé dans la société algérienne. Ils ne connaissent pas les subjectivités, les mentalités, les émotions, les souffrances. Ils ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas les raconter. Donc, comment dire, à partir d'archives, elles-mêmes histoire, et comment partie s'inscrire dans un récit qui est forcément le récit de l'autre. Et donc, la double question qui se pose, comment construire notre propre récit de la colonisation alors que nous manquons d'archives, de sources pour écrire cette histoire-là, ou chercher des sources qui nous parlent de nous-mêmes, qui nous parlent des Algériens, qui racontent leurs souffrances, leur vécu, leur organisation, leur lutte, leur espoir. Leur pensée. Comment faire? Leurs pensées, leurs émotions, comment ils ont réagi là, qu'est-ce qui... Parce que quand le colonisateur détruit une mosquée, il croit détruire un symbole religieux, c'est tout, c'est-à-dire, ou bien même un immeuble. Alors que ces symboles, cet immeuble-là, c'est une histoire, c'est des familles, c'est une communauté, Mm. c'est des gens qui se sont mobilisés pour construire cette mosquée, c'est des gens qui ont fait des dons pour faire vivre l'imam, c'est des élèves qui ont appris, qui ont étudié dans cette mosquée. C'est-à-dire, c'est toute une vie que celui qui détruit ne connaît pas. Vous voyez? Et Mm. cette mosquée-là, elle sert à construire le lien social. Et donc, ce que le colonisateur détruit, c'est aussi un lien social, c'est aussi une histoire, c'est aussi une mémoire. Or, tout cela n'apparaît pas dans l'archive et dans le document français. Comment le retrouver pour que nous puissions raconter l'histoire de nous-mêmes par nous-mêmes? Donc, il faut chercher d'autres sources alternatives, etc. Et aussi, et c'est l'élément le plus important, c'est construire un autre récit. Parce que le récit événementiel, continu, progressif, ça c'est le récit du dominateur, de celui qui a été le sujet de l'histoire. Et nous qui avons été exclus, comment allons-nous constituer en tant que sujet et dans quel récit? Vous voyez les problématiques que ça pose Mm. quand Monceron parle, Monceron s'inscrit dans le récit de la France, mais s'inscrit dans le récit de la France en tant qu'homme de gauche, c'est-à-dire qui considère que la colonisation est un acte civilisateur, mais simplement elle a été portée par le capitalisme, et en ce sens, elle a échoué. Mais Monceron ne remet pas en cause euh, La le, colonisation la elle-même. colonisation en tant que phénomène historique. Il ne considère pas la colonisation, il estime qu'elle, que la République, qui est l'État de la nation française, est porteuse de valeurs, d'émancipation, de progrès, etc. Voilà. C'est-à-dire que finalement, l'historien de gauche en général, c'est que, selon lui, si je comprends votre propos, c'est que ça a échoué parce que ça n'a pas réalisé l'égalité républicaine C'est entre ça, les comme gens. si, On remet pas en cause le phénomène lui-même, c'est-à-dire absolument, l'accaparement d'une terre, d'une c'est population. ça. Non, mais oui, c'est absolument ça. Mais ce que l'on se rend oublie, c'est que le discours de la République est un discours alibi. La République n'a jamais été juste envers le non-français. La République n'a été juste et égalitaire que par rapport dans la société française. Et même dans la société française, cette égalité, en fait, n'est que la face apparente d'une inégalité fondamentale qui est celle du régime capitaliste. La société, dans la société française, est une égalité d'apparence parce que sa réalité est une réalité d'inégalité, d'injustice, etc., dans la France elle-même.
Et à l'extérieur de la France, c'est une injustice de la France à l'égard des peuples colonisés. On prétend porter la justice, l'égalité, l'harmonie, etc. Mais dans la réalité, on porte la destruction, on porte le malheur, on porte l'exploitation, on porte la domination, etc. Et le discours de la liberté, de l'émancipation, du progrès n'est qu'un alibi pour justifier l'exploitation, la domination et l'exploitation des autres. Et ainsi donc, c'est la modernité occidentale qui est en elle-même porteuse de malheur, porteuse d'inégalité, porteuse d'injustice. C'est-à-dire que le discours de la modernité selon lequel l'Europe parvenue à un stade élevé d'émancipation, de progrès technique, technologique, etc., et la locomotive du monde n'est en réalité qu'un masque pour cacher la véritable nature de l'Occident, qui est une nature exploiteuse, dominatrice, fondamentalement inégalitaire, etc.